Le nouveau PDG a réduit mon salaire de 20% après 12 ans de loyauté. Je suis resté calme, j'ai démissionné, et j'ai rejoint leur plus grand concurrent. 9 semaines plus tard, leur réseau s'est effondré. Les transporteurs ont abandonné leurs contrats dans tout le pays. 8,4 millions d'euros de pertes opérationnelles. Prenez un truc à grignoter, parce que ça va être long. Je m'appelle Dominique, j'ai 36 ans. Ma femme, Jules, a une expression qu'elle emploie, chaque fois que je rentre à la maison avec l'air de quelqu'un qui s'est fait rouler dessus par un camion. Elle se verse une tasse de thé, me regarde avec ses grands yeux bruns, et me dit, d'accord, explique-moi tout. Commence par la partie la plus stupide. Cette phrase m'a aidé à tenir pendant 12 ans chez Polari Biologistique, une entreprise de logistique pharmaceutique spécialisée dans la chaîne du froid. Ça a l'air ennuyeux, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'un seul faux pas signifie des médicaments qui ne fonctionnent pas, des procès qui, eux, fonctionnent très bien, et des gens qui pourraient réellement mourir. Une excursion de température de 2 degrés, pendant 4 heures, peut détruire une cargaison valant plus que la maison de la plupart des gens. Et contrairement à une expédition classique, où un colis en retard signifie un client contrarié, un colis pharmaceutique en retard, lui, peut signifier qu'un patient transplanté ne reçoit pas ses immunosuppresseurs. Pas de pression, n'est-ce pas? J'ai compris très tôt que j'avais un cerveau pour ce genre de choses. C'était en 2012, ma 2e année chez Polari, et une panne de courant a frappé notre centre de distribution de Memphis, pendant une vague de chaleur brutale en juillet. Nous avions pour 1,8 million d'euros de produits biologiques, stockés dans une installation sans climatisation fonctionnelle. La température grimpait vite. Tout le monde courait partout comme des poulets sans tête. Le vice-président des opérations transpirait à travers sa chemise, hurlant dans son téléphone à la compagnie d'électricité, comme si cela allait rétablir le courant plus rapidement. J'ai attrapé un plan des couloirs, et j'ai commencé à passer des appels. En 4 heures, j'avais réacheminé tout ce qui pouvait être sauvé vers Nashville, grâce à un contact chez un transporteur, avec qui j'avais discrètement tissé des liens. J'ai coordonné une livraison d'urgence de neige carbonique, provenant de 3 fournisseurs différents, et organisé le transport de générateurs de secours, depuis une société de location en Arkansas. J'ai sauvé environ 1,4 million d'euros de produits, qui auraient été détruits le lendemain matin. Le vice-président s'est attribué tout le mérite dans le rapport trimestriel. Mon nom n'apparaissait nulle part. Je m'en fichais. Je savais ce que je pouvais faire. Plus important encore, je savais ce que je devenais. Mon ami Terence, qui dirigeait l'entrepôt de Memphis à l'époque, a assisté à toute la scène. C'est un grand gaillard, avec un rire sonore et aucun filtre. Après coup, il s'est approché de moi, avec une expression sur le visage, comme s'il venait d'assister à un tour de magie. Mon pote, a-t-il dit, en secouant lentement la tête. Tu viens de sauver plus d'argent en 4 heures que ce que je gagnerais en 5 ans. Et tu as fait ça en mangeant une barre de céréales. J'ai haussé les épaules. C'était une bonne barre de céréales. C'est devenu notre truc. Chaque fois que je réussissais un coup incroyable, Terence me trouvait après, et notait la collation que je mangeais par hasard pendant la crise. Ça semble stupide, mais ces moments m'ont permis de garder la raison. Le travail était invisible. Personne en dehors de l'industrie ne comprenait ce que je faisais réellement, mais Terence, lui, comprenait. Jules adorait Terence. Elle l'appelait mon mari de travail. Terence, lui, l'appelait la vraie patronne de ma vie, ce qui n'était pas faux. En 12 ans, je suis devenu le type qui savait tout, chez Polari Biologistique. Je connaissais chaque couloir de température de notre réseau. Je savais quels transporteurs avaient des unités réfrigérées fiables, et lesquels fonctionnaient à base de prières et de rubans adhésifs. Je savais que le corridor de l'autoroute I-40, à travers l'Arizona, devenait un piège mortel pour la chaîne du froid pendant les mois d'été, car la chaleur ambiante submerge l'isolation standard plus rapidement que la plupart des gens ne le réalisent. Je savais que toute expédition passant par le Midwest, pendant la saison des tornades, nécessitait des protocoles d'urgence, qui pouvaient être activés en quelques minutes. J'ai construit des modèles prédictifs, qui suivaient les conditions météorologiques, les taux de défaillance des équipements, et la fiabilité des transporteurs dans chaque région que nous desservions. Lorsqu'une pénurie de vaccins a frappé en 2021, mon système a réacheminé la distribution en temps réel, pour donner la priorité aux zones les plus touchées. Les hôpitaux ont reçu ce dont ils avaient besoin. Les enfants ont été vaccinés.
Le travail était invisible, jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Et les choses tournaient rarement mal, parce que j'étais attentif. C'était la partie frustrante de mon travail. Le succès signifiait que personne ne remarquait votre existence. Au bout de 8 ans, j'étais directeur des opérations de la chaîne du froid, supervisant l'expansion de 3 centres de distribution, à 7 hubs majeurs et 19 installations satellites. J'ai choisi personnellement mes directeurs régionaux, je les ai formés à mes systèmes, et j'ai fait d'eux un réseau capable de réagir aux problèmes plus rapidement que la plupart des entreprises ne pouvaient les identifier. Je n'ai jamais demandé grand-chose. Je n'ai pas poignardé qui que ce soit dans le dos pour gravir les échelons. J'ai juste fait mon travail, je l'ai bien fait, et je suis rentré chez Jules tous les soirs. Nous dînions ensemble. Elle me demandait comment s'était passée ma journée. Je lui parlais de n'importe quel incendie que j'avais éteint. Elle disait quelque chose comme « On dirait qu'il s'effondrerait sans toi ». Je haussais les épaules, probablement. Aucun de nous ne savait à quel point cela allait se révéler vrai. Notre ancien PDG, Richard, comprenait les opérations. Il avait commencé dans la gestion d'entrepôts 30 ans plus tôt. Il avait gravi les échelons à la dure. Il parcourait régulièrement les entrepôts, connaissait le nom des gens, et respectait ceux qui faisaient réellement fonctionner la machine. Lorsqu'il a annoncé sa retraite au début de 2023, j'étais prudemment optimiste. Le conseil d'administration parlait depuis des années d'un leadership renouvelé et de perspectives modernes. Je m'attendais à voir arriver un type policé, sorti d'une grande école de commerce, qui nous ferait subir des sessions de stratégie inutiles et des exercices de cohésion d'équipe obligatoires, mais qui, au final, laisserait les opérations tranquilles, parce qu'il saurait qu'il n'y comprenait rien. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était Victoria Marsh. La demande de réunion est apparue dans mon calendrier à 18h50 un lundi, programmée pour 8h10 le mardi matin. Cette heure étrangement spécifique aurait dû être mon premier signal d'alarme. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Jules l'a remarqué. Elle remarquait toujours tout. Tu te retournes sans arrêt, a-t-elle marmonné dans son oreiller vers 2h du matin. Qu'est-ce qui se passe? Une réunion bizarre demain. Je ne suis pas sûr de son objet. Elle s'est retournée et m'a regardé dans le noir. Quel genre de bizarre? Honnêtement, je ne sais pas encore. C'est ça qui me tracasse. Elle est restée silencieuse un moment, puis, eh bien, quoi qu'il en soit, tu géreras. Tu gères toujours. Je suis entré dans l'aile de la direction le lendemain matin, avec cette conversation qui tournait en boucle dans ma tête. Le couloir semblait différent, plus silencieux que d'habitude, plus tendu. La réceptionniste n'a pas croisé mon regard quand je suis passé devant son bureau. Victoria était déjà assise quand je suis entré dans la salle de conférence. Blazer parfaitement repassé, ongles manucurés tapotant la table en verre, dans un rythme qui aurait pu être de l'impatience, de l'ennui, ou les deux. Elle ne s'est pas levée quand je suis entré, n'a pas offert de poignée de main, elle m'a juste regardé comme si j'étais un élément sur sa liste de choses à faire, qu'elle était sur le point de cocher. À côté d'elle était assis Owen, le directeur financier qu'elle avait fait venir d'une chaîne de vente au détail, connue pour décimer son personnel opérationnel afin de gonfler les chiffres trimestriels. Il avait ce regard mal à l'aise des gens qui savent que quelque chose de grave va se produire. Son stylo était déjà en position sur un bloc-notes, prêt à documenter la sale besogne qui allait suivre. Victoria a ignoré les politesses, et a fait glisser un dossier cartonné sur la table en verre, dans ma direction. Je l'ai ouvert, j'ai lu la première page, et j'ai senti mon estomac se serrer. Réduction de salaire de 20%, avec effet immédiat. L'explication était noyée dans le jargon d'entreprise, réalignement de la rémunération aux normes du marché, analyse comparative de l'industrie, initiative stratégique d'optimisation des coûts. Mais une fois débarrassé des mots à la mode, le message était évident. Il pensait que j'étais surpayé. Il pensait que quelqu'un de moins cher pouvait faire ce que je faisais. L'analyse montre que votre rémunération est nettement supérieure à la moyenne du marché pour votre poste, a dit Victoria. Sa voix avait ce ton suave et condescendant, que les gens utilisent quand ils ont déjà décidé que vous êtes inférieur à eux, et qu'ils ne font que simuler une conversation. J'ai levé les yeux du dossier. La moyenne du marché pourquoi, exactement? Elle a cligné des yeux. Apparemment, elle s'attendait à ce que j'accepte ça sans broncher, que j'acquiesce et que je la remercie pour l'opportunité de garder mon emploi à un salaire réduit. Pour les directeurs des opérations logistiques,
dans le secteur de la distribution pharmaceutique. J'ai failli rire. La moyenne du marché que vous citez, elle couvre les directeurs d'un seul site, des chefs d'entrepôt supervisant peut-être 50 personnes, et une couverture de livraison régionale. Pas des réseaux nationaux de chaînes du froid, avec des exigences de conformité de la FDA, des produits biologiques thermosensibles valant des millions, et des relations spécialisées avec les transporteurs, qui ont mis une décennie à se construire. Son regard s'est durci. Je suis sûr que vos contributions sont précieuses, mais le conseil d'administration a approuvé cet ajustement. Ce n'est pas une négociation. Owen est intervenu, avec sa voix compatissante et bien rodée. Nous avons associé cet ajustement à des primes de performance, liées à des initiatives de réduction des coûts. Il y a un réel potentiel de gain ici. Donc, il voulait réduire mon salaire de base de 20%, puis me faire le regagner en trouvant de nouvelles façons de réduire les coûts, dans un système que j'avais déjà optimisé pendant 12 ans. Et si je n'accepte pas, ai-je demandé, gardant ma voix stable. Victoria s'est adossée à sa chaise. Alors, nous devrions explorer des solutions de personnel alternatives. Des gens qui peuvent exécuter des responsabilités similaires, à un niveau de coût plus durable. Et voilà. La menace, emballée dans du jargon d'entreprise. Accepte la baisse, ou nous te remplacerons par quelqu'un de moins cher. Comme si 12 ans de connaissance de chaque détail de cet endroit pouvaient être remplacés, comme une cartouche d'imprimante. Vous aurez ma décision d'ici vendredi, ai-je dit. Ses sourcils se sont légèrement haussés. Elle s'attendait à une capitulation, une acceptation immédiate, peut-être même à des remerciements embarrassés, sur le fait que je comprenais la position de l'entreprise. Nous préférerions régler cela aujourd'hui, a-t-elle dit. L'ajustement doit être mis en œuvre dans toute la division, et les retards créent des complications. J'en suis sûr. Je me suis levé. Mais vous aurez ma décision vendredi. Je suis sorti sans me retourner. Derrière moi, j'ai entendu Owen murmurer quelque chose, trop bas pour que je puisse comprendre. La réponse de Victoria a été assez forte pour que je l'entende. Il reviendra. Ils le font toujours, quand ils réalisent qu'ils n'ont nulle part où aller. Ouais. On allait voir ça. Je ne suis pas rentré directement à la maison après cette réunion. J'ai tourné en voiture pendant un moment, essayant de digérer ce qui venait de se passer. J'ai fini par me garer à un point de vue en bordure de la ville, fixant le vide pendant que mon cerveau tournait en rond. 12 ans à construire quelque chose qui maintenait la viabilité des médicaments des gens. 12 ans à prévenir des désastres que personne n'a jamais vus, parce que je les avais interceptés avant qu'ils ne se produisent. Et ils voulaient me réduire de 20%, parce qu'un tableur disait que j'étais au-dessus de la moyenne. Quand j'ai enfin franchi la porte, Jules était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage, et a posé sa spatule. C'était si terrible que ça. Je me suis assis à la table de la cuisine, et je lui ai tout raconté. Jules a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas encore. Je dois d'abord évaluer notre situation financière. Voir combien de temps nous pouvons survivre si je pars sans avoir autre chose en vue. Elle a hoché la tête. D'accord. Regardons les chiffres ensemble après le dîner. Pour voir où nous en sommes vraiment. C'est pour ça que j'ai épousé cette femme. Pas de panique, juste des étapes pratiques, et la confiance que nous trouverions une solution ensemble. Les chiffres n'étaient pas excellents. Nous avions des économies, mais pas assez pour tenir indéfiniment. Le prêt immobilier, les mensualités de la voiture, les assurances, tout s'additionnait plus vite que nous ne voulions l'admettre. Nous pouvions tenir peut-être 4 mois sans revenus. 5, si nous nous serrions la ceinture au maximum, et survivions de riz et d'anxiété. Il y a une autre option, ai-je dit, détestant les mots alors même qu'ils sortaient de ma bouche. Je pourrais demander à ma famille. Jules m'a regardé attentivement. Elle connaissait mon histoire avec eux. Mon frère aîné, Wade, avait hérité de la part de notre père dans la concession automobile familiale. Ils avaient toujours considéré mon choix de carrière comme une phase. Je ne leur avais jamais rien demandé. Pas une seule fois en 15 ans. Si tu penses que c'est la bonne décision, a dit Jules prudemment. J'ai essayé. Je suis allé chez ma mère le soir suivant. Le camion de Wade était déjà dans l'allée.
Ma mère m'a offert un café. J'ai dit, non, merci. Wade était affalé sur le canapé, comme s'il était chez lui. J'ai fait simple, j'ai expliqué la situation au travail, la baisse de salaire, la recherche d'emploi, et j'ai demandé s'il pouvait m'aider avec un prêt à court terme, jusqu'à ce que je trouve un nouvel emploi. Wade a ri avant même que j'aie fini de parler. Alors, le grand génie de la pharmacie revient finalement en rampant, a-t-il dit. Qu'est-il arrivé à ta carrière de rêve, censée être le choix intelligent? C'est une situation temporaire. Je ne demande pas la charité. Je demande un prêt. C'est ça. Un prêt. Il a fait des guillemets avec ses doigts. Et qu'est-ce qui se passera quand Jules réalisera qu'elle a épousé un gars qui ne peut même pas garder un emploi? Tu crois qu'elle va rester, pendant que tu remets ta vie en ordre? J'ai regardé ma mère. Elle étudiait sa tasse comme si elle contenait les secrets de l'univers. Elle n'a rien dit. Ça n'arrivera pas, ai-je dit. Tu en es sûr? Wade s'est penché en avant. Admets-le, petit frère. Tu as choisi la mauvaise voie. Tu aurais dû rester dans l'entreprise familiale, comme papa le voulait. Mais non, tu devais aller prouver quelque chose. Comment ça marche pour toi, maintenant? J'ai attendu encore quelques secondes. J'ai donné à ma mère une dernière chance de dire quelque chose. N'importe quoi. Elle ne l'a pas fait. Je me suis levé. Merci pour votre temps. C'est tout, a crié Wade derrière moi. Tu vas juste partir? Classique. Toujours à fuir la réalité. Je n'ai pas répondu. Je suis juste sorti par la porte d'entrée et je suis rentré chez moi. Jules m'attendait à mon retour. Comment ça s'est passé? À peu près comme on pouvait s'y attendre. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, de toute façon, je n'ai jamais aimé Wade. Son parfum sent le désespoir et le gel pour les cheveux. J'ai ri pour la première fois en 2 jours. Un rire sincère, qui a débloqué quelque chose dans ma poitrine. D'accord, a-t-elle dit. Alors, on fait ça à la dure. Tu commences à chercher du travail demain. Je prendrai des heures supplémentaires à la clinique. On trouvera une solution, ensemble. Tu es sûr? Elle a pris ma main. Dominique, ça fait 9 ans qu'on fait les choses ensemble. Ce n'est pas différent. C'est juste un plus gros problème, et on est plutôt doué pour les problèmes. Je suis retourné au travail, pensant que je pourrais y survivre jusqu'à ce que je trouve autre chose. Garder la tête basse, faire mon travail, utiliser ce temps pour chercher discrètement un emploi. Ce plan a duré exactement 6 jours. Ça a commencé par de petites humiliations. Ma place de parking habituelle, celle que j'avais depuis 8 ans, a été soudainement réattribuée à Owen, sans aucune explication. Mon bureau a été déplacé du 4e étage, à un débarras sans fenêtre, près des quais de chargement, juste à côté de la station de recharge des chariots élévateurs. Mon accès à certains systèmes a été temporairement restreint en attendant la résolution de la compensation. Terence l'a remarqué immédiatement quand il a vu mon nouveau logement. Mec, ils t'ont mis à côté de la station de recharge des chariots élévateurs. Ce bourdonnement va te rendre fou en moins d'une semaine. Je le sens déjà au 4e jour, ai-je dit. J'ai commencé à faire des rêves avec des bips. Dans les rêves, les bips essaient de me dire quelque chose d'important, mais je n'arrive jamais à comprendre quoi. C'est sombre, mec. Mais la véritable humiliation est arrivée le 6e jour. Victoria a convoqué une réunion générale des opérations. Inhabituelle, car elle évitait normalement les entrepôts, comme si elle risquait de salir ses vêtements de créateur. Je suis entré et j'ai trouvé tous les directeurs régionaux, tous les superviseurs d'entrepôts, tous les coordinateurs logistiques, entassés dans notre plus grande salle de conférence. Terence se tenait au fond, et m'a lancé un regard qui disait « Quelque chose de grave se prépare ». Victoria se tenait à l'avant, avec une présentation PowerPoint derrière elle. La diapositive de titre disait « Excellence opérationnelle, une nouvelle direction ». Je veux parler de l'avenir des opérations de Polari, a-t-elle commencé. Spécifiquement, de l'arrivée de nouvelles perspectives, pour moderniser notre approche et éliminer les inefficacités qui nous ont freinés. Inefficacité. Elle parlait de systèmes qui avaient empêché des millions d'euros de pertes. Des systèmes que j'avais construits. Avec effet immédiat, j'ai le plaisir d'annoncer que nous avons fait appel à un consultant,
qui supervisera notre restructuration opérationnelle. Beaucoup d'entre vous le connaissent peut-être pour son travail antérieur dans l'industrie. Veuillez accueillir Gareth. Un type d'une trentaine d'années est entré. Costume impeccable, sourire confiant, posture prête à serrer des mains. J'avais entendu parler de Gareth. Tout le monde dans le milieu de la chaîne du froid avait entendu parler de lui. Il y a 3 ans, ses recommandations avaient coûté à un concurrent 4 millions d'euros en stocks avariés, et déclenché une enquête de la FDA. Tout le monde dans l'industrie connaissait son nom, pour les mauvaises raisons. Et maintenant, il se tenait dans notre salle de conférence, sur le point de restructurer nos opérations. Gareth travaillera en étroite collaboration avec vous tous, a poursuivi Victoria, en me regardant droit dans les yeux, pour identifier les domaines où nous pouvons moderniser et rationaliser. J'attends une coopération totale de la part de chacun. Après la réunion, Terence m'a pris à part dans le couloir. Gareth Finch. Le même Gareth Finch qui a fait capoter le projet du corridor Atlantique? Qui a valu à Atlantic Pharma Distribution une lettre d'avertissement de la FDA? Le même. Et ils le mettent en charge de la restructuration de nos opérations. Ouais. Terence m'a dévisagé, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Dom, mon pote, s'il te plaît, dis-moi que tu as une stratégie de sortie, parce que ça va mal tourner pour quiconque reste sur ce navire. Je n'ai pas répondu, parce que je n'en avais pas. Pas encore. 2 jours plus tard, Gareth a convoqué sa première réunion de mise en œuvre. Je n'étais pas invité. Je l'ai appris par un de mes directeurs régionaux, qui avait reçu l'instruction spécifique de ne pas me parler de la nouvelle structure de réunion. Le lendemain matin, j'ai découvert que Gareth avait recommandé d'éliminer nos protocoles de surveillance de la température de secours. Les systèmes redondants que j'avais conçus spécifiquement, pour détecter les défaillances d'équipement avant qu'elles ne causent des pertes de produits. Il les a appelés frais généraux redondants et inefficacités héritées du passé. Je suis allé directement au bureau de Victoria. Son assistante a essayé de m'arrêter, avec une excuse sur son emploi du temps complètement plein pour la journée. Je suis passé devant elle quand même. Victoria a levé les yeux de son ordinateur, avec agacement. Avez-vous un rendez-vous? Non, mais j'ai une préoccupation sérieuse. Le consultant que vous avez engagé recommande que nous éliminions des protocoles de sécurité, qui ont fait économiser à cette entreprise plus de 3 millions d'euros au cours des 4 dernières années. Son expression n'a pas changé. Gareth est un professionnel très respecté. Ses recommandations ont été minutieusement examinées et approuvées par le conseil d'administration. Ces recommandations vont entraîner la perte de produits pharmaceutiques, et des poursuites judiciaires potentielles. C'est votre opinion. Ce sont mes 12 ans d'expérience, à prévenir exactement le genre de désastre qu'il est sur le point de causer. Elle a souri. En parlant de votre expérience, a-t-elle dit, en s'adossant à sa chaise. Je voulais justement discuter de quelque chose avec vous. Compte tenu de votre résistance continue à l'ajustement de votre rémunération, et de votre incapacité apparente à travailler en collaboration avec Gareth, je pense qu'il est temps que nous transférions officiellement vos responsabilités. Ce qui signifie quoi, exactement? Ce qui signifie que votre poste sera supprimé, avec effet dans 30 jours. Nous offrirons une modeste indemnité de départ, bien sûr. 2 semaines de salaire. Et nous attendons de vous que vous aidiez à rendre la transition vers Gareth aussi fluide que possible, pendant cette période. 2 semaines de salaire. Et il voulait que je passe un mois entier à former le gars qui allait démanteler tout ce que j'avais construit. Le former gratuitement. Je l'ai regardé, et j'ai senti quelque chose se mettre en place. Vous aurez ma réponse d'ici la fin de la journée, ai-je dit. Il n'y a rien à répondre. C'est une notification, pas une négociation. C'est ce que vous disiez pour ma baisse de salaire. Et pourtant, nous en sommes là. Je me suis retourné et je suis sorti. Je n'ai pas démissionné ce jour-là. Au lieu de ça, je suis rentré à la maison, et je me suis mis au travail. Jules m'a trouvé à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable à 23 heures, entouré de notes et de documents imprimés. Tu cherches enfin du travail. J'aurais dû commencer il y a des semaines. Mieux vaut tard que jamais. Que cherches-tu? N'importe quoi dans la chaîne du froid pharmaceutique, qui n'est pas dirigée par des sociopathes. C'est une liste plus courte qu'on ne le pense. La première semaine a été brutale. J'ai envoyé 14 candidatures.
J'ai reçu 3 réponses. 2 étaient des rejets automatisés, arrivés quelques heures après avoir postulé, ce qui signifiait que mon CV n'avait jamais atteint un être humain. Une était un entretien téléphonique de présélection, qui n'a mené nulle part, parce qu'il voulait quelqu'un prêt à déménager immédiatement dans le Wisconsin, et je n'étais pas prêt à déraciner Jules de la vie que nous avions construite. La 2e semaine a été pire. J'ai élargi ma recherche aux industries connexes. J'ai envisagé des postes pour lesquels j'étais clairement surqualifié. J'ai commencé à remettre en question chaque décision de carrière que j'avais prise au cours de la dernière décennie. Le silence des candidatures était assourdissant. Chaque jour, vérifier mes emails et ne trouver que du spam. Chaque nuit, rester éveillé à me demander si j'avais fait une énorme erreur en renonçant à un salaire garanti, même réduit. Jules a tenu sa promesse, concernant les heures supplémentaires à la clinique où elle travaillait comme assistante médicale. Elle rentrait épuisée à 20 heures, et me demandait quand même comment s'était passée ma journée. Elle trouvait encore des moyens de me faire rire, quand tout semblait sans espoir. Au moins, tu ne reçois pas de mail de refus qui commence par « cher candidat estimé », a-t-elle dit un soir. C'est là que tu sais qu'il s'en fiche vraiment. Petite bénédiction. J'ai commencé à douter de moi pendant la 3e semaine. Peut-être que Victoria avait raison. Peut-être que j'étais juste un vestige coûteux d'une époque révolue. Peut-être que 12 ans d'expertise n'importaient à personne, sauf à moi. Les doutes s'insinuaient à 3 heures du matin, me chuchotant que j'avais surestimé ma valeur, que j'avais été stupide de partir, que j'avais laissé l'orgueil détruire tout ce que j'avais construit. Puis Terence a appelé, un après-midi au hasard. « Yo, tu cherches toujours ?» « Tous les jours, et ça ne mène nulle part. » « Bien. Parce que je viens d'entendre quelque chose qui pourrait changer ça. Tu te souviens de Danny, qui travaillait avec nous en 2015. Le gars qui avait toujours des snacks dans le tiroir de son bureau. Je me souvenais de Danny. Analyste de la chaîne d'approvisionnement, esprit vif. Il avait quitté Polari pour une meilleure opportunité, et nous avions perdu contact, comme on le fait avec les collègues qui s'en vont. Oui, je me souviens de lui. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Il est chez Vertex Pharmaceuticals maintenant. Il m'a appelé hier pour autre chose, et il a mentionné au passage qu'ils sont en train de créer une nouvelle division de chaîne du froid, à partir de zéro. Ils ont publié l'offre d'emploi cette semaine. Ils cherchent spécifiquement quelqu'un avec une expérience multisite, quelqu'un qui comprend la distribution thermosensible à grande échelle. Vertex. L'une des entreprises de produits pharmaceutiques spécialisées à la croissance la plus rapide du pays. J'avais suivi leur expansion pendant des années, les regardant passer d'une opération régionale à un acteur national. Voici ce que la plupart des gens en dehors de l'industrie ne réalisent pas. Polari était un prestataire logistique tiers. Nous gérions la distribution de la chaîne du froid, pour les entreprises pharmaceutiques qui ne voulaient pas construire leur propre réseau. Vertex avait été l'un de ses clients pendant des années. Mais maintenant, ils en avaient fini avec l'externalisation. Ils voulaient construire leur propre opération de chaîne du froid en interne. Au moment où ils ont fait ça, ils ont cessé d'être un client, et sont devenus un concurrent direct. Chaque contrat qu'ils rapatriaient en interne, était un contrat que Polari perdait. Où as-tu entendu ça? Je te l'ai dit, Danny. Il m'a dit de te dire que si ça t'intéresse, tu devrais postuler vite, parce qu'ils ne vont pas attendre. J'ai postulé ce soir-là. J'ai adapté mon CV. Je n'ai eu aucune nouvelle pendant 8 jours. J'ai recommencé à perdre espoir. J'ai commencé à penser à des plans de secours, qui ressemblaient plus à une capitulation. Puis l'email est arrivé. Il voulait un entretien téléphonique. L'entretien téléphonique a duré 45 minutes. De vraies questions, sur de vrais défis opérationnels. 3 jours plus tard, il voulait un entretien en visioconférence. 2 heures, avec le vice-président de la chaîne d'approvisionnement et le chef de leur équipe de planification de la distribution. Plus de questions techniques, plus de mise en situation, plus d'opportunités d'expliquer comment je réfléchissais au problème. Une semaine après, ils m'ont fait venir à leur siège social pour une réunion en personne. 4 heures, avec 3 cadres différents, qui écoutaient réellement quand je parlais, qui posaient des questions de suivi qui montraient qu'ils comprenaient à quel point tout cela était compliqué. Si vous deviez concevoir un système de surveillance redondant pour le transport de produits biologiques, a demandé leur vice-président de la chaîne d'approvisionnement vers la fin, quelles seraient vos 3 principales priorités?
J'ai parlé pendant 20 minutes, j'ai dessiné des schémas sur leur tableau blanc, j'ai expliqué les points de défaillance que la plupart des systèmes manquent, je leur ai expliqué les modèles prédictifs que j'avais développés chez Polari. Et comment ils pouvaient être améliorés avec une meilleure infrastructure de données. Quand j'ai eu fini, le vice-président a regardé ses collègues. Dominique, a-t-il dit, je vais être direct avec vous. Nous avons interviewé 11 personnes pour ce poste. Vous êtes le premier à vraiment comprendre à quel point c'est compliqué. Le premier a parlé de prévention, au lieu de simple réaction. Ils m'ont offert le poste 3 jours plus tard. Vice-président des opérations de la chaîne du froid. Salaire 35% plus élevé que ce que je gagnais chez Polari, avant la Coupe de Victoria. Plein pouvoir pour construire leur réseau national à partir de zéro. Une équipe de direction qui a spécifiquement dit vouloir que l'expertise guide les décisions, pas les tableurs. Je l'ai dit à Jules ce soir-là. Ses yeux ont brillé. Tu l'as fait, a-t-elle dit. Nous l'avons fait. Tu nous as maintenus à flot pendant que je trouvais une solution. C'est ce que nous faisons. Le lendemain matin, je suis entré chez Polari pour la dernière fois, en tant que directeur des opérations. Ma lettre de démission était déjà imprimée. Préavis de 2 semaines, comme l'exigeait mon contrat. L'assistante de Victoria a essayé de m'empêcher d'entrer dans son bureau. Je suis passé devant elle, à nouveau. Ça devenait une routine. Victoria a levé les yeux. Son expression a vacillé quand elle a vu l'enveloppe dans ma main. Qu'est-ce que c'est ? Ma démission. Effective dans 2 semaines. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Victoria a eu l'air sincèrement surprise. Vous démissionnez ? Maintenant ? J'ai accepté un poste chez Vertex Pharmaceuticals. Vice-président des opérations de la chaîne du froid. Je vais construire leur réseau national, à partir de zéro. La couleur a quitté son visage si vite. Elle connaissait Vertex. Tout le monde dans l'industrie connaissait Vertex. Ils étaient l'avenir de la distribution pharmaceutique spécialisée. Nous pouvons discuter des conditions de votre départ, a-t-elle commencé. Je ne veux pas de votre indemnité. Je veux effectuer une transition professionnelle et partir. C'est tout ce que je veux de Polari. Elle s'est vite ressaisie, mais pas assez vite pour cacher la fissure dans son armure. Très bien. Je suppose que vous coopérez pleinement avec Gareth pendant la transition. Je documenterai tout ce qu'il a besoin de savoir. Qu'il puisse réellement le comprendre, c'est une autre question. Je suis sorti sans me retourner. Mon téléphone a vibré quelques minutes plus tard. Terence. Victoria est déjà en mode gestion de crise. Gareth n'a aucune idée de ce que font réellement tes systèmes. J'ai répondu, ça va devenir très évident. Mes 2 semaines chez Polari ont été comme assister à un accident de voiture au ralenti. Chaque jour apportait de nouvelles fissures dans les fondations, de nouvelles preuves que les personnes laissées aux commandes n'avaient absolument aucune idée de ce qu'elles faisaient. Jour 1, Gareth a éliminé mon système de redondance des alertes de température. Il a qualifié ça de gain en termes de coût dans son rapport quotidien à Victoria. Personne n'a remarqué la mise hors ligne de la surveillance de secours. Jour 3, une unité de réfrigération est tombée en panne au hub de Kansas City, pendant la nuit. Sans les alertes de secours, la panne est passée inaperçue pendant 6 heures. Le matin, il a fallu détruire pour 62 000 € de médicaments spécialisés. Gareth a blâmé un équipement obsolète dans son rapport à Victoria. Personne n'a mentionné que l'équipement obsolète fonctionnait très bien depuis des années, avec une surveillance adéquate. Personne n'a fait le lien entre ces changements de système et la défaillance. Terence m'a appelé de l'entrepôt de Memphis cet après-midi-là, la frustration évidente dans sa voix. Gareth se promène et demande à tout le monde pourquoi personne n'a remarqué la hausse de température. Je lui ai dit que c'était parce qu'il s'était débarrassé du système qu'il aurait détecté. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a dit que ce n'est pas comme ça que fonctionnent les systèmes de surveillance. Je lui ai demandé comment ils fonctionnent alors. Il a dit qu'il reviendrait vers moi. Terence a fait une pause. Il ne reviendra jamais vers moi, n'est-ce pas ? Il n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Il ne sait même pas quelle question poser. C'est grave, Dominique. Vraiment grave. Les gens ont peur. Les directeurs régionaux mettent tous leur CV à jour. Au 5e jour, les dégâts dépassaient les incidents isolés. 3 transporteurs menaçaient de résilier leur contrat,
parce que le nouveau système de planification que Garrett avait mis en place continuait d'envoyer des heures de ramassage incorrectes. La coordination que j'avais mis des années à construire s'effondrait en temps réel. Les registres de température n'étaient pas correctement remplis, ce qui signifiait que la documentation de conformité à la FDA prenait du retard. Danny a appelé pendant la 2e semaine pour vérifier ma date d'entrée en fonction chez Vertex. Je lui ai parlé du chaos chez Polari. Alors, tu es en train de me dire, a dit Danny lentement, qu'ils ont embauché un type célèbre pour avoir ruiné des opérations de chaîne du froid, pour restructurer leurs opérations de chaîne du froid. C'est exactement ce que je te dis. Et ils ont réduit ton salaire, parce qu'ils te trouvaient trop cher? De 20%. Danny est resté silencieux un moment. Tu sais à quoi ça me fait penser? C'est comme virer le pilote en plein vol, et demander au gars qui vend des bretzels de faire atterrir l'avion. Et le gars des bretzels est confiant. C'est ça qui est effrayant. C'est une bonne comparaison. La veille de mon dernier jour, le plus gros client de Polari, un réseau hospitalier qui représentait près de 15% du volume mensuel, a convoqué une réunion d'urgence avec Victoria. Leurs expéditions avaient été en retard ou mal documentées 3 fois, au cours de la semaine écoulée. Ils envisageaient de retirer l'intégralité du contrat. J'ai appris plus tard que Victoria avait passé l'appel à blâmer les conditions du marché et les défis de transition temporaire. Le réseau hospitalier a mis Polari sous une période de probation de 60 jours, avec des objectifs de performance spécifiques. S'ils en manquaient ne serait-ce qu'un, le contrat était rompu. Mon dernier jour a été calme. J'ai vidé mon bureau. Terence m'a trouvé alors que je me dirigeais vers la sortie. C'est injuste, mec, a-t-il dit. Tu as construit cet endroit. Tu as construit tout ce qui fonctionne réellement ici. J'ai construit les systèmes. Les systèmes appartiennent à l'entreprise maintenant. Mais la connaissance. J'ai tapoté ma tête. Ça va où je vais. Il a ri, mais il n'y avait pas beaucoup d'humour dedans. Combien de temps avant que tout s'effondre? Ça dépend du nombre d'idées brillantes que Garrett aura encore. À mon avis, de sérieux problèmes dans les 8 semaines. Une crise majeure dans les 12. Il n'en a fallu que 9. 9 semaines après le début de mon poste chez Vertex. J'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Owen, le directeur financier de Victoria. Sa voix semblait tendue, d'une manière qui aurait été satisfaisante si j'étais le genre de personne à apprécier de voir les gens se noyer. Dominique, je sais que nous ne nous sommes pas quittés en bons termes, mais Victoria m'a demandé de vous contacter au sujet d'une opportunité potentielle. J'ai laissé le silence s'étirer, juste assez longtemps pour être inconfortable. Nous avons rencontré quelques défis de coordination, a poursuivi Owen. Le conseil d'administration est préoccupé. Il se demande si vous envisageriez de revenir, en tant que consultant. Pour aider à stabiliser les opérations. En tant que consultant. Nous offririons des tarifs compétitifs. Très compétitifs. Owen, j'ai gardé ma voix stable. Vous avez réduit mon salaire de 20%, parce que vous me trouviez trop cher. Puis vous avez complètement éliminé mon poste. Qu'est-ce qui a changé, exactement? Longue pause. La situation est devenue plus compliquée que prévu. Vous voulez dire, les 8,4 millions d'euros de pertes opérationnelles. J'ai gardé ma voix stable. Owen, j'ai déjà entendu ce qui se passe. Entre quelques anciens contacts, et cette lettre d'avertissement de la FDA qui est un document public, ce n'est pas vraiment un secret. 6 transporteurs sont partis. 3 réseaux hospitaliers ont retiré leur contrat. Tout le monde dans l'industrie en parle. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Je vais passer, ai-je dit. Mais j'apprécie sincèrement l'ironie de cet appel. J'ai raccroché, et je suis retourné construire quelque chose de nouveau. Chez Vertex, les choses étaient différentes, d'une manière que je n'avais pas anticipée. J'avais une équipe qui voulait vraiment apprendre, une structure de direction qui valorisait l'expertise plutôt que la politique. Quand j'ai suggéré des systèmes de surveillance redondants, personne ne les a qualifiés de frais généraux redondants. Quand j'ai signalé des points de défaillance potentiels, les gens ont pris des notes et ont programmé des réunions de mise en œuvre. Quand je n'étais pas d'accord avec une décision de la direction, on me remerciait pour ma contribution. Il a fallu un certain temps pour s'y habituer. Les premières semaines, je continuais d'attendre le piège.
Je m'attendais à ce que quelqu'un me dise que mes idées étaient trop compliquées. Je me préparais au sourire dédaigneux de l'entreprise, qui signifiait que mon avis serait ignoré. Au lieu de ça, j'ai eu de vraies questions, de la part de gens qui voulaient comprendre, qui valorisaient l'expertise au lieu de la traiter comme un inconvénient. Danny était devenu un collaborateur régulier. Son travail d'analyse de la chaîne d'approvisionnement complétait parfaitement ma planification des opérations. Nous travaillions parfois tard, testant des scénarios de stress et construisant des protocoles qui tiendraient réellement la route dans des conditions réelles. Le genre de protocole que j'essayais de construire chez Polari depuis des années, mais qui était constamment rejeté. Tu sais à quoi je n'arrête pas de penser, a dit Danny lors d'une de ses sessions, vers la 6e semaine. Au gars des bretzels. Toujours en train d'essayer de faire atterrir l'avion, toujours à appuyer sur des boutons, toujours complètement confiant, toujours à se demander pourquoi rien ne fonctionne comme le manuel le dit. Il a secoué lentement la tête. J'ai entendu par quelques contacts que Garrett a démissionné la semaine dernière. Apparemment, il a blâmé tout le monde sauf lui-même, et est parti ruiner les opérations d'une autre entreprise. Terence a donné sa démission de Polari 2 mois après mon départ. L'environnement était devenu insupportable. Chaque jour consistait à éteindre des incendies qui n'auraient jamais dû commencer. Chaque réunion consistait à expliquer des problèmes évidents à des gens qui ne voulaient pas entendre de solution. Il a appelé pour demander si Vertex embauchait. « Envoie-moi ton CV ce soir », ai-je dit. Il a commencé 3 semaines plus tard, dirigeant les opérations de distribution pour toute notre région du Sud-Est. Les mêmes responsabilités qu'il avait chez Polari, mais avec une direction qui écoutait réellement quand il soulevait des préoccupations. Pendant ce temps, Polari était en pleine hémorragie. Leurs résultats trimestriels affichaient 8,4 millions d'euros de pertes opérationnelles, stocks avariés, frais d'urgence, pénalités contractuelles, heures supplémentaires et refacturation des clients. Ça s'est accumulé vite. 6 grands transporteurs avaient résilié leur contrat. Pas dans une seule région. Plusieurs axes à travers le pays. Une fois que les 2 premiers grands transporteurs ont lâché, les plus petits ont suivi, comme des dominos. La FDA a émis une lettre d'avertissement, qui est devenue un document public. 3 réseaux hospitaliers, représentant près de 30% de leur clientèle, ont retiré leur contrat. 6 mois après avoir rejoint Vertex, notre réseau de chaînes du froid est devenu pleinement opérationnel. La ponctualité des livraisons a dépassé les moyennes de l'industrie de 12%. La conformité de la température a atteint 99,7%. Nous avons intégré 3 grands clients hospitaliers, qui ont spécifiquement cité notre fiabilité et nos protocoles de sécurité comme facteurs décisifs. Le PDG de Vertex a mentionné, lors d'une assemblée générale de l'entreprise, que nos améliorations opérationnelles avaient positionné l'entreprise pour conquérir d'importantes parts de marché, sur des concurrents en difficulté. Il n'a pas nommé Polari spécifiquement. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde dans cette salle comprenait exactement de qui il parlait. Danny m'a trouvé après dans le couloir, tout sourire. « Mec, tu as pratiquement eu une standing ovation, sans que personne ne dise ton nom. C'est comme une reconnaissance furtive. C'est l'équipe. Je n'aurais pas pu construire ça seul. Bien sûr, mais l'équipe n'existe pas sans tes systèmes. Accepte la victoire, mec. Tu l'as mérité. Jules et moi avons invité Terence et sa femme à dîner ce week-end-là. Elle m'a remercié de l'avoir fait sortir de Polari. Il rentrait misérable depuis des mois, a-t-elle dit. Maintenant, il parle de sa journée comme s'il l'appréciait. Les classements de barres de céréales continuent chez Vertex. Terence a confirmé avec un sourire. Bien que la fréquence des crises ait beaucoup baissé. J'ai dû noter une simulation d'entraînement la semaine dernière. 4 sur 10. La sélection de snacks au siège social est vraiment décevante. Honnêtement, Victoria m'a rendu service. Elle pensait réduire les coûts. Ce qu'elle a fait en réalité, c'est me libérer d'un endroit qui ne méritait plus ce que j'apportais. Jules a serré ma main sur la table du dîner ce soir-là. Elle n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Nous savions tous les deux que nous avions traversé l'épreuve. Le prêt immobilier était de nouveau à jour. Le compte d'épargne se reconstituait. L'anxiété qui nous avait tous les deux tenus éveillés pendant des mois s'estompait enfin. Terence a levé sa tasse de café. À de nouveaux départs. Et à celui qui a inventé la barre de céréales. J'ai regardé autour de la table,
les visages des gens qui m'avaient soutenu à travers tout ça. J'ai pensé que c'était enfin la fin. Mise à jour, 7 mois plus tard, 3 mois après avoir commencé chez Vertex, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Salut, petit frère. J'ai entendu dire que tu avais trouvé un bon poste. C'est génial. Vraiment heureux pour toi. Écoute, les choses ont été difficiles à la concession. Le marché est brutal en ce moment. Je me demandais si tu pouvais aider, pour une situation à court terme. Juste un prêt pour traverser cette mauvaise passe. Wade, me demandant de l'argent. J'ai lu ce texto 2 fois, pour m'assurer que je ne voyais pas des choses. Le même Wade qui s'était moqué de moi quand j'avais demandé de l'aide. Qui avait dit que Jules me quitterait? Qui riait pendant que je me noyais? Maintenant, c'était lui qui était sous l'eau. Et d'une manière ou d'une autre, il pensait que je lui lancerais une bouée. J'ai supprimé le texto sans répondre. J'ai bloqué le numéro, par précaution. 4 mois après, un samedi soir, la sonnette a retenti. Jules était dans la cuisine à préparer le dîner. Je regardais à moitié un match qui ne m'intéressait pas. Aucun de nous n'attendait personne. J'ai ouvert la porte. Ma mère se tenait sur le porche. Elle avait l'air fatiguée, d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'heure. Dominique. Salut, maman. Aucun de nous n'a bougé pour s'étreindre. Ce n'était pas notre façon de faire. Peut-être que ça ne l'avait jamais été. Nous sommes restés là un long moment. Je sais que nous n'avons pas parlé, a-t-elle commencé. Wade a dépassé les bornes ce jour-là. J'aurais dû l'arrêter. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Elle a pris une grande inspiration. La concession est en grande difficulté. Wade a fait de mauvais investissements. Il a accordé du crédit à des gens qui ne pouvaient pas payer. Il a contracté des dettes qu'il ne pouvait pas gérer. La banque menace de saisir. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Et tu es ici parce que tu as besoin d'argent. Je suis ici parce que tu es mon fils. Parce que j'aurais dû être là pour toi quand tu avais besoin d'aide, et je ne l'ai pas été. Parce que je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Jules est apparue dans le couloir derrière moi. Elle s'est juste tenue là, me faisant savoir qu'elle était là si j'en avais besoin. J'ai regardé ma mère pendant un long moment. Je vais y réfléchir, ai-je finalement dit. Son visage s'est illuminé. Mais comprends quelque chose d'abord. J'ai gardé ma voix stable. Quand je t'ai demandé de l'aide, je demandais un prêt, un peu d'air, et Wade s'en est servi pour se moquer de moi. Il a dit que ma femme me quitterait. Tu es restée assise là, et tu as regardé. Je sais. J'aurais dû. Je vais y réfléchir. C'est tout ce que je promets. Elle a hoché la tête. C'est plus que ce que je mérite. Oui, c'est vrai. Elle s'est retournée pour partir, s'est arrêtée. Ton père aurait été fier de toi. La carrière que tu as construite, selon tes propres termes. J'aurais dû dire ça il y a des années. Je l'ai regardé monter dans sa voiture et s'éloigner. Certains chapitres se terminent tranquillement. D'autres se terminent avec des gens qui se présentent sur votre porche, demandant ce qu'ils ont refusé de donner. Quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est qui est à vos côtés lorsque la porte se ferme enfin. J'ai eu de la chance, là-dessus. Vraiment de la chance. Tout le reste, je l'ai gagné à la dure, et je le referai. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Ça aide vraiment la chaîne, et ça nous permet de vous proposer des histoires encore meilleures. Merci.